Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur le terrain, au cœur du parc national des Écrins, entre panorama sur une vallée avec les sommets enneigés en arrière-plan, et après cascade où j'ai réalisé cette photo et cette photo. Je me suis directement inspiré du style et de la philosophie d'un très grand et célèbre photographe qui s'appelle Ansel Easton Adams. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous dresser le portrait ou de vous faire la biographie d'Ansel Adams. Son œuvre photographique est juste énorme. En revanche, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Alors je vais vous mettre quelques liens en description de la vidéo et je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce personnage. Ça va à la fois vous enrichir sur votre culture photographique, mais ça va vous enrichir aussi dans votre pratique de tous les jours. C'est un photographe qui m'a toujours beaucoup inspiré, c'est en quelque sorte un petit peu un mentor pour moi en matière de photographie de paysage et de noir et blanc particulièrement. Donc vraiment, allez vous renseigner. Ansel Adams, il faut savoir, alors dans les grandes lignes, c'est un photographe spécialisé dans la photographie de paysage, noir et blanc. Il est né à San Francisco en 1902 et mort en avril 84. À l'âge de 82 ans, donc c'est un photographe qui s'est fait connaître vraiment par ses photographies de l'Ouest américain, en grande partie le parc national de Yosemite, parce que c'était un endroit qu'il affectionnait énormément. C'était un grand passionné de montagne, c'était un grand passionné des espaces naturels et de la cause environnementale dans son ensemble. Ça d'ailleurs, si vous vous renseignez un petit peu sur le personnage, vous verrez que à la fois c'était un grand photographe, mais c'était aussi un grand homme. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à la photographie, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue philosophique, parce qu'il avait une vision de la photo qui était juste géniale. Mais d'un point de vue technique, il faut savoir que c'est l'un des précurseurs d'une méthode qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et qu'on connaît quasiment tous, qui est le Dodge and Burn. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, vous voyez, c'est quelque chose qui se pratique depuis bien longtemps. Il en est l'un des précurseurs, mais il est également aussi l'inventeur avec son ami Fred Archer du fameux Zone System. Alors ça, le Zone System aussi, c'est quelque chose... Si ça vous intéresse, vraiment, je vous invite aussi à vous renseigner sur ce qu'est le Zone System. Dans les grandes lignes, c'est un procédé qui permettait de planifier l'exposition afin de maîtriser vraiment la dynamique d'une scène, la dynamique totale d'une scène, tout en sachant ce qu'on allait faire après derrière au développement et ce qu'on voulait obtenir derrière au développement. Donc en gros, il définissait la plage dynamique en 10 zones, de 0 à 10, 0 étant le noir absolu, 10 étant le blanc, 5 les gris moyens, et chacune de ces zones avait une particularité et correspondait à quelque chose, avait une définition. Mais vraiment, voilà, allez vous renseigner, parce que pareil, là je m'égare, et je pourrais encore partir une heure là-dessus, mais allez vous renseigner sur ce qu'est le Zone System, vous verrez que c'est hyper intéressant. Alors le style Adams, c'est vraiment ces paysages de l'Ouest américain, toujours très finement composés, rien n'est laissé au hasard, ni les lignes, ni les plans, sa capacité à donner de la profondeur à l'image en cassant les codes même de la composition, en mettant une ligne d'horizon comme ça, quasiment bord cadre en haut, pour donner toute la profondeur du paysage, pour donner de la grandeur de cet espace, et puis sa manière de développer, de traiter le noir et blanc, avec des noirs et blancs très contrastés, très durs, très dramatiques, mais en même temps très maîtrisés et très précis. Rien n'était laissé au hasard. C'est ça le style Ansel Adams, c'est des images qui ont beaucoup de caractère. Bon, vous avez bien compris que j'admire ce personnage, j'admire ce photographe, et bien souvent quand on admire quelqu'un, eh bien on s'en inspire. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas spécialement pour cette vidéo que je me suis dit tiens je vais m'inspirer d'Ansel Adams. C'est un photographe que j'ai découvert maintenant il y a de nombreuses années et dont je me suis toujours inspiré parce que c'est quelqu'un qui a une vision de la photographie que j'adore, et puis je m'en inspire beaucoup, autant sur ma façon de voir la photo dans son ensemble, mais aussi de la pratiquer sur le terrain, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc là, j'avais dans l'idée d'aller dans une vallée que je connais bien, qui est très graphique, surtout en cette période, parce que là, on est au printemps et que
au tout début du printemps, et c'est vrai que là on a les sommets encore partiellement enneigés, voire bien enneigés pour les sommets les plus hauts, et puis on a en fond de vallée, on a un peu de végétation qui reprend, donc du coup on a un peu de verdure au fond. C'est vrai qu'il y a cette vallée est très très jolie, et par contre il faut prendre un petit peu de hauteur. Et alors je dis pas faire 2000 mètres de dénivelé, mais j'ai commencé un petit peu à prendre de la hauteur simplement pour changer un petit peu et avoir une autre perspective sur la vallée, m'élargir un petit peu le champ des possibilités, puisque d'être un petit peu plus haut, eh bien, ça me permet d'avoir vraiment un panorama à 180 degrés avec plusieurs possibilités, autant sur du plan large que sur du plan serré, en isolant des petites zones, des petits endroits où il se passe des choses, parce que ce qu'il y avait de bien ce jour-là, c'est que les conditions météo s'y prêtaient. Alors c'était en plein après-midi, la lumière était dure, mais il y avait beaucoup de passages nuageux, avec des ouvertures quand même dans le ciel. Alors ces scènes-là, elles sont super parce que du coup, on va avoir comme ça de temps en temps des petites douches de lumière qui vont traverser la couche nuageuse, enfin en tout cas les petites parties de nuages, et on va avoir un mélange de zones éclairées avec tout ce contraste que peuvent amener les nuages. Donc c'était tout à fait le style de scène que Ansel Adams affectionnait, puisque il était beaucoup dans ces scènes un petit peu scènes un petit peu dramatiques, avec ces ambiances météorologiques, des nuages, des puits de lumière, tout ça. Donc c'était parfait pour finalement, les conditions étaient très très bien pour ça. Donc j'ai pris un petit peu de hauteur, et là je suis arrivé sur un petit promontoire, et là pareil quoi, quand je suis arrivé sur ce promontoire là, boum, vision sur la vallée à 180 degrés, c'était juste fantastique. Les sommets enneigés au loin, les passages nuageux, il y avait des petits puits de lumière à droite, à gauche. C'était vraiment très très beau, et il n'y avait plus qu'à poser le matériel. Donc du coup, je me suis installé à cet endroit-là. Et puis alors, dans un premier temps, c'est vrai que j'aime bien m'imprégner un petit peu des lieux. Je ne pose pas tout de suite le trépied, tout de suite l'appareil, tout de suite à faire des photos. Je pense que c'est très très important, d'ailleurs je le répète souvent, de s'imprégner du décor, de s'imprégner de l'ambiance, de tout ce qu'il peut y avoir, parce que c'est comme ça qu'on va être attiré par des choses qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Si tout de suite on se met sur trépied, la tête dans l'objectif, on va passer à côté de certaines choses. Donc là, je me suis installé, et puis j'ai commencé à observer, et puis j'aimais bien une partie de la vallée, là j'aimais bien les lignes que dessinait la rivière comme ça au fond, là, qui faisait ce petit serpentin, et qui amenait au fond de la vallée avec ces aiguilles, où il y avait quelques nuages. C'était assez beau, donc je commence à essayer un petit peu au grand angle. Donc j'ai sorti mon 14-24, et puis je commence à essayer comme ça, à voir un peu ce que ça donne niveau composition. J'essaye à 14, j'essaye à 24, et puis ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas, il y avait pas... rien ne me touchait en fait. Effectivement, je mettais juste un beau décor dans le cadre, mais ça me plaisait pas, il y avait aucune scène vraiment attirante. Et puis bon, ben, je regarde un peu à droite à gauche, et puis c'est vrai qu'il y avait plein de petites choses en fin de compte. Il y avait des sommets où les nuages commençaient à arriver, tu vois, à prendre en écharpe un petit peu les sommets comme ça, et puis c'était beau parce qu'il y avait cette partie de nuages, et puis quelques petites douches de lumière comme ça sur la roche ou sur la neige. Et donc ça commence à devenir intéressant, mais du coup c'était que des scènes assez lointaines, c'était des sommets, et puis donc au grand angle ça donnait strictement rien. Et là je me suis dit bon ben je vais sortir mon 70-200 pour essayer de me rapprocher un petit peu de ces scènes hyper intéressantes, parce que finalement c'est là que ça se passait. C'était pas sur du grand angle, c'était vraiment sur des petites scènes, des petites choses qui se passaient sur les sommets. Donc j'ai sorti le 70-200, et puis j'ai commencé à essayer de mettre dans le cadre, à observer un petit peu. Je voyais qu'il se passait des choses au loin, mais c'était trop court. 70-200, 200 mm, c'était trop court. Donc heureusement que j'avais pensé à prendre mon multiplicateur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite monté un multiplicateur x2 sur mon objectif. Donc alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage effectivement, c'est que du coup on double la longueur focale. Donc là j'ai plus un 70-200 mais un 140-400. Et par contre, l'inconvénient, eh bien, c'est que l'ouverture maximum de mon objectif, qui là en l'occurrence était 2,8, eh bien je la multiplie aussi par 2. Donc là j'obtiens du coup je peux ouvrir d'un point de vue mon ouverture maximum de peut-être que de 5,6. Alors c'est pas bien grave, je suis sur du paysage, il y avait suffisamment de lumière, et puis de toute manière je comptais être entre f8 et f11, donc ça me causait pas de soucis au niveau
de l'effet multiplicateur aussi de l'ouverture. Ça me dérangeait pas du tout. En revanche, effectivement, légère perte de piqué aussi avec le multiplicateur. Alors avec un multiplicateur 1.4, on ne perd pas beaucoup en qualité. Par contre, le x2, on commence à perdre quand même pas mal. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'insurmontable, donc je me suis dit, bon, ben, si ça peut me rapprocher un petit peu de la scène, donc ça ira très bien. Et là, par contre, effectivement, du coup, à 400 mm, boum, là, j'arrivais enfin à cadrer vraiment, à mettre dans le cadre ces scènes-là qui m'intéressaient. Et au loin, là, il y avait les sommets enneigés, les aiguilles enneigées, et je voyais vraiment un jeu de lumière qui commençait à s'installer, qui était super intéressant. Puisque bon, il y a la masse de nuages qui arrivait dessus. Alors, à la fois, les nuages étaient très contrastés, puisqu'il y en avait qui étaient assez sombres, et puis d'autres qui prenaient plein fer la lumière. Et du coup, les rayons venaient éclairer la neige, comme ça, quelques pentes neigeuses, à droite, à gauche. Alors, bien évidemment, le schéma de lumière, en même temps que les nuages avancent, le schéma de lumière se modifie. Et là, il y avait des scènes qui commençaient à devenir hyper intéressantes. Et là, c'est parti, hein. On commence à déclencher. Première, une photo, 2 photos, 3 photos, et puis on observe, et puis au fur et à mesure, les schémas de lumière changent, se modifient, donc on obtient des graphismes complètement différents, et donc du coup, faut saisir tous ces instants. Et je continuais de déclencher, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être, ça a duré, 20 bonnes minutes. Pendant 20 bonnes minutes, il y a eu tout un jeu comme ça de lumière hyper intéressant sur ces aiguilles, et là je dis jackpot. Dans l'œuvre photographique d'Ansel Adams, l'eau est un élément qui revient très souvent. C'est assez récurrent chez lui, alors sous toutes ses formes, à l'état liquide, solide ou gazeux, mais l'eau est un élément qui est assez récurrent. Et je me suis dit, bon, bah ici, c'est quand même, je suis quand même gâté dans les Hautes-Alpes, on a beaucoup de cascades, on a des lacs, on a des rivières, on a plein de choses. Donc je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion d'aller faire un petit peu de la cascade, puisque c'est vrai qu'Ansel Adams affectionnait particulièrement aussi les cascades. Et je me suis dit, alors par contre, il va falloir que je trouve une cascade où c'est minéral, puisque là, en ce moment, c'est vrai que niveau végétation, bon, on est au tout début du printemps, donc là les arbres sont pelés, il n'y a pas grand-chose au niveau végétation, ça commence tout juste à reprendre. Donc voilà, je trouvais plus intéressant d'aller à une cascade qui est dans un environnement un peu minéral. Et puis, alors c'est là où c'était un peu un challenge, parce que bon, c'est vrai que moi, en règle générale, en matière de paysage, je suis plus habitué à faire de la couleur que du noir et blanc. Et c'est assez perturbant quand on arrive dans un endroit comme ça, de visualiser une scène qui finalement est en couleur. Et en fait, il faut réussir à la visualiser en tonalité plus qu'en couleur, c'est-à-dire visualiser les différentes tonalités, les ombres, les lumières. Il faut imaginer la photo avant qu'elle soit prise, imaginer aussi le traitement qu'on va pouvoir y faire derrière, la post-production qu'on va pouvoir faire. Et donc tout ça, ça demande quand même de se projeter pas mal et d'imaginer les choses avant qu'elles se fassent. Donc du coup, j'arrive sur les lieux. Bon, la première des choses à faire, moi, quand je fais de la rivière ou de la cascade, waders. Ça, c'est voilà, le waders, c'est la tenue indispensable pour aller photographier les rivières et les cascades. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir être frustré parce qu'on ne veut pas rentrer dans l'eau, alors qu'on se dit, punaise, là, il y a un mouvement d'eau qui est super, j'aurai une composition géniale si je me mets là, mais pour avoir cette composition, il faut que je sois dans l'eau. Et quand on n'est pas équipé, qu'on ne veut pas aller se mouiller, on est frustré. On est sur la berge, on essaie de trouver des compos depuis la berge et on est complètement frustré. Donc, un conseil, acheter un wader, ça c'est pas pour ce que ça coûte, mais honnêtement, franchement, c'est génial. Du coup, on rentre dans la rivière, on peut aller se mettre vraiment, aller chercher des compositions vraiment là où on n'aurait pas été en temps normal. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc première des choses que j'ai fait, waders. Et puis c'est parti pour me rapprocher un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de marche, il y a quoi, 5 minutes pour se rapprocher des cascades, quoi. Et donc du coup j'ai commencé, voilà, je commence à monter, à me rapprocher, et puis là plus je me rapprochais, plus je me disais waouh, plus le challenge devenait gros, dans le sens où au niveau lumière, c'était pas du tout ça, quoi. Il y avait vraiment une lumière très dure,
quelques passages nuageux, mais en gros, il y avait toute la cascade qui prenait la lumière, la roche qui prenait la lumière plein pot. Je me suis dit, waouh, comment je vais gérer ça, quoi. Bon, heureusement, j'ai des filtres, j'ai plein de choses, hein, mais plus j'avançais, plus je sentais le challenge arriver, quoi. Donc là, j'arrive, je me rapproche un petit peu de la cascade, je trouve des mouvements d'eau, parce que c'est ça qui est intéressant quand on fait de la cascade comme ça, c'est d'essayer de repérer tous ces petits mouvements d'écume qui vont être assez sympas, qui vont être graphiques. Alors on pense tout de suite pause longue. Alors pause longue, ça ne veut pas dire pause très longue, ça ne veut pas dire du 30 secondes ou d'une minute. Hein, moi, je suis très souvent dans les 1/6 de seconde, 1/3 de seconde, 1/10 de seconde, hein, pour capturer le mouvement, mais tout en gardant quand même de la finesse et du détail dans l'écume. Donc du coup, bon, là j'observe les lieux, puis je vois qu'il y a une petite zone comme ça qui a l'air hyper intéressante. Alors la première chose que je fais quand j'arrive en cascade, je prends mon boîtier à main levée comme ça, hein, juste pour être libre, et puis je vais chercher, comme ça me permet de me positionner. Donc là cette fois-ci par contre j'étais au grand angle, hein, 14-24, et puis j'ai commencé à, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire à chercher une compo, j'avance, je me positionne, j'essaye en orientation paysage, orientation portrait, et puis j'essaie de repérer vraiment l'endroit qui me plaît au niveau compo. Et au moment où je trouve l'endroit, je suis dans une position hyper, vraiment pas confortable, quoi. Et je me dis, mais comment je vais poser le trépied? Parce que je me dis, ouais, là, comme ça, c'est super. Là, j'ai vraiment un bel angle, j'ai un beau dessin, j'ai la roche avec le mouvement d'eau qui est super beau composé comme ça. Mais là, dans ma tête, c'est comment je vais positionner le trépied. Je suis dans un endroit vraiment pourri. Il y a du débit, donc j'ai pas un trépied qui est vraiment fait pour de la rivière, donc s'il y a vraiment du gros débit sur le trépied, ça risque de trembler, donc je commence à me dire, mais comment je vais positionner le boîtier? Bon, finalement, j'ai la chance d'avoir un trépied qui est assez malléable, qui me permet de faire vraiment des espèces de configurations complètement désarticulées, et donc je finis par trouver le bon endroit où poser les pieds pour que ce soit stable et en même temps que ça prenne pas trop d'eau. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à commencer la prise de vue. Alors par contre, effectivement, là, il y a énormément de lumière. À la fois sur l'écume, alors là, la dynamique est énorme, hein, puisque l'écume, elle, quand elle prend le soleil, elle explose le capteur, quoi. Et puis voilà, donc là c'était un petit peu compliqué, il fallait que si je voulais obtenir cet effet de 1/6 de seconde, enfin ce temps de pause, cette vitesse d'obturation de 1/6 de seconde, ou 1/3 ou 1/10, là clairement il fallait du filtre. Donc j'ai commencé par vouloir mettre un polarisant, c'était pas assez, et puis le polarisant prenait la buée et tout ça, donc bon ça marchait pas, ça me plaisait pas. Et puis j'ai fini par mettre un ND1000, la lumière était tellement forte que finalement j'ai positionné un ND1000. Et donc, c'était le seul moyen pour moi de réussir à avoir la vitesse d'obturation voulue avec une telle quantité de lumière. Et donc, du coup, après, il suffisait d'ajuster avec l'ouverture et les ISO pour réussir à vraiment avoir la bonne dynamique dans l'image. Et donc, j'ai passé un petit moment, c'était pas évident. Parce qu'en plus je suis pas très loin de l'eau, il y a pas mal d'éclaboussures, donc on shoot, on essuie, on shoot, on essuie, donc c'est la rivière, quoi, rivière ou la cascade. Mais voilà, j'étais assez content, j'avais trouvé une belle composition, j'avais un rocher en premier plan là, avec l'eau qui caressait un petit peu le rocher, donc j'avais j'avais ces espèces de filets là comme ça qui redescendait, qui créait une jolie ligne en fait, et qui remontait comme ça jusqu'à la cascade. Et au-dessus de la cascade, boum, ça s'ouvrait sur le ciel. Alors il y avait des passages nuageux, les nuages passaient assez rapidement, donc ça c'était cool parce que du coup, en 1/6 de seconde, j'avais un léger mouvement dans le nuage que j'ai d'ailleurs très vite insisté, puisque derrière j'ai très vite basculé sur une double exposition. J'ai fait une première photo pour avoir mon mouvement d'eau et tout le reste, et puis ce mouvement de nuage dans le ciel là comme ça, le nuage qui passait, pour pouvoir avoir vraiment un joli effet comme ça de mouvement. J'ai fait une autre exposition que pour le ciel sans toucher à mon cadrage, une exposition un peu plus longue, donc avec une configuration, des réglages un peu différents, pour réussir à capter ce mouvement et puis après assembler les deux images pour faire une double exposition.
Voilà, donc les prises de vue terminées. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la dernière étape, au dernier maillon de la chaîne photographique. Et un des maillons qui, justement, Ansel Adams, que Ansel Adams maîtrisait à la perfection, le développement de l'image. Alors, honnêtement, j'ai pas la prétention de réussir à obtenir des résultats aussi beaux que les siens. De toute manière, on n'est pas du tout... C'est pas l'idée de la démarche. L'idée, c'est d'être dans le... de s'inspirer de ces rendus, de cette émotion qu'il arrivait à transmettre, et puis d'essayer de transmettre également avec mes images et mes méthodes, ma façon de faire, d'autant qu'aujourd'hui je travaille sur du numérique forcément, voilà, d'essayer de retransmettre une émotion comme lui était capable de le faire et d'essayer d'amener du caractère à mon traitement. Donc tout de suite, on passe à la partie traitement. Alors, dans cette vidéo de formation qui vous est accessible en cliquant sur le lien qui est présent dans la description de cette vidéo, je vais aborder plusieurs parties du post-traitement, mais dans un premier temps, je vais vous faire une analyse complète de la méthode d'exposition que j'ai utilisée. Alors pour reprendre un petit peu une phrase d'Adams, qui était « Il n'y a rien de pire qu'une photo nette d'une idée floue », je vais vous montrer, en partant d'une idée que j'avais en tête, de quelle manière sur le terrain j'ai exposé mon image, pourquoi je l'ai exposée de cette manière-là, donc il sera aussi question du zone system, afin d'obtenir un résultat qui me permettrait derrière, en post-traitement, puisque le post-traitement est sciencé aussi à l'avance, au moment de la prise de vue, je sais ce que je veux réaliser en post-traitement, donc comment je suis parti de cette image pour obtenir cette image, quels ont été les différents procédés, les méthodes et les outils que j'ai utilisés pour obtenir ce noir et blanc contrasté, une image de caractère avec une méthode précise, localisée, et où on obtient des résultats vraiment satisfaisants, à la fois en noir et blanc, mais aussi en couleur. Donc j'espère que cette vidéo va vous apprendre beaucoup de choses, que vous allez vous régaler. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt dans de prochaines aventures. Ciao!